Bonjour à tous, je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April. Donc je suis autiste, j'ai 29 ans et j'ai été diagnostiquée il y a 6 mois. Donc depuis, je fais des vidéos YouTube pour parler de mon fonctionnement, de l'autisme, de mes ressentis et puis de comment je chemine. Voilà, parce que j'ai envie de partager avec vous, j'ai envie d'échanger et c'était le but premier de ces vidéos, c'était de rencontrer un peu mes semblables. Et puis aussi parce que quand moi j'ai entamé la démarche diagnostique, je trouvais pas de personnes dans lesquelles je me reconnaissais. Dans les médias, ouais, sur internet. Et donc ça m'a pas aidé à me croire autiste. J'ai eu tendance à minimiser du coup mes difficultés parce qu'elles correspondaient pas à ce que je disais ou à ce que je voyais dans les médias. Et c'est aussi pour ça voilà, que je fais ces vidéos, hein. C'est pour donner d'autres exemples, de donner d'autres pistes, de voilà, peut-être une personne autiste plus ordinaire, hein, qui n'est pas un génie, voilà, juste quelqu'un de banal, mais qui est autiste. Et donc voilà, qui a ce fonctionnement et avec toute la richesse, mais aussi les difficultés. Alors là, je voulais faire une vidéo, donc j'ai fait un peu cette vidéo à l'arrache. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis mon fameux arbre en plastique. Il y a mon chat qui est derrière et qui va sans doute surgir à tout instant, donc désolée si on est un petit peu interrompu. Parce que j'avais envie de parler des troubles anxieux dans l'autisme. Pour moi, c'est vraiment important. Je me suis rendu compte récemment que j'avais tendance à tout mettre dans le même panier, c'est-à-dire je suis autiste et je suis anxieuse. Et c'est la même chose. Et en fait, non, c'est pas la même chose. Et quand j'ai eu des problèmes de somatisation quand j'étais plus jeune, d'hypersensibilité, de débordement émotionnel plutôt, et que j'allais voir les médecins, on me disait tout le temps c'est l'anxiété, c'est pour ça que vous êtes comme ça. C'est parce que c'est l'anxiété, point. Mais déjà, on faisait pas la différence avec quelle sorte d'anxiété, et puis surtout, on ne proposait pas de traitement, quoi, de thérapie, de quelque chose, quoi que ce soit, je ne sais pas. Et quand j'ai eu le diagnostic d'autisme, et que j'ai continué à voir les professionnels de santé et que je parlais de mes difficultés, on me disait à l'inverse, ah bah ça c'est l'autisme, c'est parce que vous êtes autiste, c'est l'autisme, voilà. C'est pour ça, et puis c'est tout. Et puis cherchez pas à midi à 14h, et puis du coup c'était un peu une fatalité. Donc il m'a semblé important de faire cette vidéo pour expliquer que l'anxiété n'est pas l'autisme, que l'anxiété est une conséquence, alors non pas de notre autisme, mais plutôt d'une société qui n'est pas adaptée à notre fonctionnement, et donc ça crée forcément, vu qu'on est hypersensible, cette anxiété. Et aussi d'une société qui n'est pas vraiment bienveillante, qui n'est pas vraiment tolérante et qui accepte mal la différence. Et donc, ça crée l'anxiété. C'est une conséquence. Et ça n'est pas une fatalité. Cette anxiété, vous pouvez la réduire, vous pouvez même, pourquoi pas, soyons fous, hein, la faire disparaître. Et c'est vrai que voilà, moi j'essaie d'être optimiste et de me dire, j'espère qu'un jour je serai moins anxieuse parce que je me rends compte que ça me coûte beaucoup d'énergie et sans doute vous aussi. Et que à un moment donné, déjà que mon fonctionnement est assez difficile et assez lourd à gérer, si en plus il faut que je gère ça, voilà, si je pouvais me désencombrer un peu de quelques symptômes, ce serait pas plus mal. Et puis autant je refuse de pathologiser l'autisme, autant faisons-le pour l'anxiété. Oui, l'anxiété est un symptôme. Je sais pas si c'est une maladie, mais oui, c'est un trouble. C'est un trouble anxieux. Et donc, comme tout trouble, il peut se soigner. À la différence de l'autisme, qui est un fonctionnement et qui ne peut pas se guérir, qui ne peut pas se soigner, qui n'est pas une maladie. Mais l'anxiété, allons-y, hein, soignons l'anxiété, mais avec plaisir, vraiment volontiers, bien volontiers. Mais il faut croire que les médecins, ils aiment bien faire les choses à l'envers. Ils disent c'est l'anxiété quand c'est l'autisme, et quand c'est l'autisme, ils disent c'est l'autisme alors que c'est l'anxiété. Donc c'est un peu ironique, j'ai l'impression, mais malheureusement, bon, c'est souvent le cas. Donc, cette fameuse anxiété, j'ai aussi compris les nuances, en fait, dans l'anxiété. Donc, quand on dit je suis anxieux, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être de l'anxiété dans les interactions sociales, de l'anxiété de performance, notamment la peur de parler en public. Ça peut être aussi de l'anticipation anxieuse, donc préparer mentalement
quelque chose qui nous fait peur et donc essayer d'envisager toutes les possibilités, même les pires, pour entre guillemets se rassurer. Enfin, je sais pas, c'est une stratégie un peu de protection, d'autodéfense, je ne sais pas. Et puis parfois, l'anxiété va jusqu'à la phobie. L'anxiété va jusqu'à même ce qu'on appelle la personnalité évitante, où là, comme son nom l'indique, vous évitez la situation qui vous fait peur, donc c'est particulièrement handicapant. Je pense que ça concerne surtout les interactions sociales, je pense, mais forcément que ce n'est pas le même degré que si vous avez une anxiété sociale, voilà, qui vous permet quand même d'avoir des interactions sociales, mais qui vont énormément vous fatiguer, vous allez beaucoup prendre sur vous, être en état d'hypervigilance, voilà, bien sûr ça va être lourd, mais c'est quand même possible. Alors que la phobie, là, on est à un autre niveau, vous voyez. Voilà, donc déjà, il y a des degrés dans l'anxiété. Ensuite, je vais dire quelque chose sur la timidité. Cette fameuse timidité dont peut-être certains professeurs vous ont reproché d'être trop timide, dans le sens de ne pas participer en classe. Et je voudrais juste dire que, en fait, pour moi, alors je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas psy, je ne fais pas de recherche sur l'anxiété, la timidité et l'autisme, mais je me dis qu'en fait, la timidité, c'est une imposture. Parce que pour moi, la timidité, ça n'existe pas. Non, la timidité, c'est tout simplement de l'anxiété sociale notamment. Donc, c'est pas pareil de se dire je suis timide et je suis anxieuse. Parce que quand on pense je suis timide, sans doute peut-être vos proches, vos parents, vos profs vous ont un peu mitraillé dessus ou vous ont un peu dit pour même vous excuser, elle est timide, c'est comme ça. C'est tout, elle est timide. C'est pas la même chose parce que quand on pense je suis timide, on se dit c'est comme ça, c'est ma personne, c'est une fatalité. Ça va pas changer, de toute façon je suis timide, je sais que je le suis, je sais que j'arrive pas à parler en public, je sais que j'arrive pas à participer aux échanges dans un groupe, c'est comme ça, c'est parce que je suis timide. Alors que si vous vous dites je suis anxieux, déjà je trouve que psychologiquement c'est un peu plus léger quoi. Puis on se détache. L'anxiété, ça n'est pas moi. L'anxiété, c'est une personne qui est à côté de moi et qui vient jeter un voile, je ne sais pas, à des moments difficiles, jeter un voile comme ça et malheureusement nous enfermer à l'intérieur de nous-mêmes. Mais ça peut s'atténuer, on peut la faire partir cette anxiété et lui dire merci, au revoir, passe ton chemin. Donc, je voulais juste préciser ces deux choses, voilà. Et que la timidité, à l'école, parfois on dit t'es timide, faut participer, mais si la pauvre élève ou le pauvre élève il est anxieux, non, en fait, ça va le braquer, il va pas être bien, ça va pas le rassurer de le forcer à participer si déjà il a une anxiété, vous voyez. Ce serait un peu le contraire qu'il faudrait faire. Donc ça, c'était le point sur la timidité. Et ensuite, par rapport à l'autisme, je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre nos difficultés dans les interactions sociales, donc qui sont réelles. C'est vrai qu'on c'est pas toujours aussi fluide qu'à la moyenne, on n'a pas toujours, on a parfois du mal à interagir en groupe, surtout quand les personnes, plus les personnes sont nombreuses, plus c'est difficile. On a du mal dans les conversations sans objet, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est lié à notre fonctionnement. Et ce qui est lié à l'anxiété. Donc toute la phase préparatoire, vous allez beaucoup vous questionner, vous préparer, donc toutes les anticipations, mais qui sont aussi de notre fonctionnement. C'est vrai que nous, on a besoin de mentaliser pour se rassurer. C'est vrai que c'est aussi lié à qui on est structurellement, mais il y a aussi une part d'anxiété où parfois on envisage le pire, et puis en fait, quand on arrive, quand on vit l'interaction ou la situation qu'on appréhendait, en fait, ça se passe très bien. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est important de traiter l'anxiété, ou en tout cas de la prendre au sérieux. Après, il y a sur le moment tous les états d'hypervigilance en fait. Vous allez être comme ça, très prudent en fait, et prudente, et vous allez être à l'affût du moindre signe de danger. Et vous allez vous dire, même au moindre signe potentiel d'ennui ou d'agressivité, oh là là mon Dieu, il a bâillé, ça veut dire qu'en fait ce que je lui dis ça l'intéresse pas, mais quelle horreur, je suis vraiment nulle. Et il y a plein de fausses croyances qui vont arriver sur ce que je dis c'est pas intéressant, de toute façon personne ne m'écoute quand je parle, puis en plus ma voix, j'aime pas ma voix quand je parle, et puis là tout le monde voit bien que je rougis jusqu'aux oreilles, c'est horrible, je transpire, les gens doivent voir que je transpire, vous voyez, c'est un peu la psychose quoi. Donc il y a ça, et après, le moment où en fait l'effet pervers, c'est que vous allez revenir sur la conversation, l'interaction, l'échange
mentalement là et vous allez tout décortiquer et là vous allez vous dire oh là là mais comment j'ai pu dire ça, mais n'importe quoi, mais je suis complètement folle, mais qu'est-ce qu'il a pu penser de moi, vraiment je sais pas ce qui m'a appris de dire ça, je suis vraiment une grosse nulle, n'importe quoi, mais j'ai honte, maintenant je pourrais plus jamais revoir cette personne. Bon, vous voyez, vous vous montez la tête, voilà, et pour des choses peut-être insignifiantes hein, que l'autre a déjà oublié sans doute. Et ça c'est l'anxiété, c'est avant, pendant et après. Et parfois, en fait, le problème, c'est que vous vous mettez vraiment au centre de l'interaction. Et vous croyez que tout passe par vous, que tout le monde fait attention à vous, mais vous scanne en permanence. Et en fait, non. C'est l'effet pervers du trouble. C'est de croire que vous êtes totalement visible, que tout le monde voit en vous comme dans un livre ouvert. Mais non, en fait, la personne, elle a sa vie, elle a ses problèmes, elle a plein de choses à gérer. Et puis, bah... Vous, bon, elle vous aime bien, elle vous écoute, mais elle va pas non plus être là à chercher midi à 14h, vous voyez. Donc ça, c'est vrai que c'est l'anxiété. Et en même temps, c'est aussi vrai que nous, du fait de notre fonctionnement, et bah, nous, à l'inverse, on va beaucoup chercher midi à 14h chez les autres. On va beaucoup creuser, on va regarder en détail, on va observer un peu les signes, on va les détailler comme ça, on va voir tout un peu dans le détail. Et nous, par contre, on va quand même aller assez en profondeur. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est perturbant parce que l'anxiété ressemble un peu à l'autisme, sauf que l'anxiété, c'est un symptôme et ça n'est pas l'autisme. Voilà. Maintenant, si vous avez peur, pour ceux qui ne sont pas encore diagnostiqués, si vous avez peur de confondre trouble anxieux, donc TAS, et l'autisme, TSA. Je fais un jeu de mots, mais bon, j'aime pas dire trouble hein, dans l'autisme. Pour moi, c'est pas un trouble. Mais bref, comment est-ce que vous pouvez faire pour faire la différence ? Eh bien, moi, je vous dirais de vous demander depuis quand est-ce que vous êtes anxieux. Est-ce que c'est depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, depuis l'adolescence, ou est-ce que c'est depuis toujours ? Et bon, je pense que si c'est depuis toujours, il y a quand même de fortes chances que vous ayez une neuroatypie. À moins que vous ayez connu vraiment des traumatismes, une enfance très chaotique, qui vous a vraiment créé beaucoup d'anxiété. Mais si c'est pas le cas et que vous étiez quand même anxieux, il y a de fortes chances quand même qu'il y ait une neuroatypie, une hypersensibilité en tout cas. Parce que c'est pas normal d'être anxieux pendant 30 ans. Hein. Je veux dire, on devrait même pas avoir à subir ça aussi longtemps. C'est tellement fatigant et lourd. Et quand on est anxieux toute sa vie et depuis le début de sa vie, depuis le début, on a des réactions comme ça de rejet au monde où on va pleurer, où on va se cacher parce qu'en fait le monde nous fait peur, parce que ça nous envahit tellement, c'est tellement intense. À mon sens, c'est déjà qu'il y a quelque chose à creuser quoi. Ensuite, si vous avez peur de pas faire la différence, demandez-vous aussi si dans les interactions, vous n'arrivez pas en fait à interagir quand c'est sans objet. Donc c'est-à-dire quand on parle de tout et de rien, les fameux small talk qu'on adore, dans l'ascenseur, à la machine à café, au marché, à l'arrêt de bus, n'importe où, ces fameuses conversations où on comprend pas trop ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire, et puis c'est pas intéressant, et puis en plus ça nous fatigue, ça n'apporte rien, ça fait pas sens, c'est l'horreur. Si vous n'arrivez pas du tout à interagir, mais que par contre, quand tout à coup on parle d'un truc qui vous intéresse vraiment, qui est peut-être votre passion si vous avez de la chance, ou en tout cas quelque chose que vous connaissez bien, qui vous est familier, et là vous allez parler, ça y est, et vous allez non seulement parler, mais vous allez presque être captivé, c'est-à-dire parler, être à fond, et là toute l'anxiété va disparaître. Vous allez pouvoir parler à une personne en particulier, ou même peut-être à plusieurs, et vous n'allez plus du tout réfléchir. Ça va plus du tout être, ça va être automatique. Si vous avez ce genre de fonctionnement, quand vous parlez tout d'un coup de votre passion et que là vous vous emballez et vous voyez même pas que l'autre en fait il a envie de passer à autre chose ou ça n'intéresse pas ou pas autant que vous parce que vous êtes tellement à fond, tout à coup ça y est. Puis je pense qu'il y a aussi un soulagement de ah ça y est je peux parler d'un truc enfin intéressant, enfin qui m'intéresse, où je vais enfin pouvoir m'exprimer donc je donne tout quoi. Si vous avez ça, c'est aussi possible que vous ayez une neuroatypie en fait. Voilà, je dis pas que c'est à 100% le cas mais possible. Et enfin, la troisième question que vous pouvez vous poser si vous vous demandez si c'est un trouble anxieux ou autre chose, c'est est-ce que sur le moment, vous êtes dans un état d'hypervigilance mais extrême ? Ou alors vous allez regarder les gens
tout décortiquer, scanner leur visage, scanner leurs gestes, vous mettre énormément de pression. Vous allez vous dire, là il faut que je parle. Non mais là il faut que je dise un truc, sinon ça va se voir, les gens ils vont voir que je parle pas, ça va les gêner. Après ils vont essayer de poser des questions, je vais pas savoir quoi dire et ça va être encore pire. Donc là il faut que je parle. Vas-y parle, il faut absolument que tu dises un truc. Allez vas-y. Enfin vous voyez si vous vous mettez vraiment trop la pression. Et si surtout après les échanges, quand vous vous êtes forcé, quand vous avez tiré sur la corde, vous vous effondrez, vous vous mettez à pleurer, vous faites une crise d'angoisse, enfin des réactions très fortes, hein, même des symptômes physiques, vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête parce que vous êtes épuisé à essayer de faire l'effort d'être dans la communication. Si vous avez ça, c'est aussi possible que vous ayez une neuroatypie. Parce qu'il ne me semble pas que dans un trouble anxieux, il y ait ces débordements émotionnels. Et la façon dont l'anxiété se manifeste, à mon sens, dans l'autisme, c'est aussi d'une façon très sensorielle. Enfin, c'est lié à la sensorialité et c'est lié aussi à la fatigue. On est fatigué par les interactions, on est impacté et donc après coup, on va avoir un moment où on va craquer parce qu'en fait, c'était trop pour nous, quoi. C'était trop, ça a été un bombardement, on s'est senti envahi. Donc on va vraiment avoir besoin de décompresser, de se reposer. Alors qu'un trouble anxieux, peut-être que ça va être plus invisible, on va être dans l'interaction, on va pas se mettre non plus trop la pression et puis après coup, on sera soulagé parce que ça sera fini. Mais on va pas non plus craquer, on va pas avoir ces réactions physiques, émotionnelles très fortes, vous voyez. Donc voilà, peut-être que ça va vous permettre de faire la différence entre un trouble anxieux et l'autisme. Et je voudrais aussi dire que malheureusement, je trouve que dans la façon dont on prend en charge l'autisme, on ne fait pas assez attention à ça. On ne fait pas assez attention à l'anxiété et la façon dont elle impacte la vie de la personne autiste. Et on ne dit pas assez à la personne autiste que ça n'est pas ce qu'elle est structurellement. C'est une conséquence, un symptôme. Et qu'elle peut aller mieux, c'est possible. Et on creuse pas assez le sujet. Et c'est dommage parce que je trouve que on devrait vraiment être au contraire particulièrement vigilant à cette anxiété, parce qu'en plus cette anxiété, forcément quand on voit qu'on est gêné dans les interactions, ça aide pas à avoir confiance en soi, ça aide pas à s'affirmer, donc ça impacte plein de choses, l'estime de soi en particulier, et ce serait vraiment intéressant que les professionnels s'attardent vraiment dessus. Après il y a un autre truc, et je vais parler de ça pour finir, c'est quand on détache l'anxiété, l'autisme et quelque chose d'autre, de plus souterrain qui se passe, ou dans l'interaction, vous avez peur, mais vous avez une peur terrible que quelque chose d'horrible arrive, un danger se produit. Et vous êtes aussi sur le qui-vive, vous êtes aussi comme ça en hyper-vigilance parce que vous attendez ce moment où quelque chose va se passer et vous savez que ça va se passer parce que ça arrive toujours. Et le moment où ça se passe, vous vous dites, je savais qu'il allait se passer un truc, que là ça allait pas aller, je le savais, je le sentais. Mais quand ça se passe bien, quand il n'y a pas de problème, quand l'interaction est clean, vous vous dites, c'est pas normal. Je suis en train de rêver. Ce que je vis, c'est irréel. Je vais me réveiller et je vais retrouver la réalité brutale que je connais. Et je voudrais vraiment insister sur ça et sur cette notion de traumatisme. Et pour moi, cette notion de traumatisme dans les interactions, ou bien aussi parce qu'on a peut-être connu des choses dans l'enfance, oui, avec les autres, donc c'est aussi dans les interactions, mais aussi peut-être dans sa famille ou autre chose, je ne sais pas. Ça peut aussi masquer l'autisme, mais l'autisme peut aussi masquer ce traumatisme. Et on peut du coup ne pas le voir, le minimiser, alors qu'il mériterait qu'on s'y attarde et que vraiment on le déconstruise, on le répare. Parce que là encore, c'est lourd pour nous. Et je trouve qu'il y a une certaine triangulation dans l'anxiété, où on va avoir en fait notre fonctionnement et cette hypersensibilité qui va créer de l'anxiété sociale avec les gens, de l'insécurité, mais aussi du fait de notre fonctionnement différent, du rejet, de la violence et donc des traumatismes profonds qui vont rester en nous. Et ces traumatismes profonds qui vont rester en nous vont nous faire du mal, vont nous faire culpabiliser et on va se dire que c'est notre faute parce qu'on n'est pas adapté, et après on va énormément anticiper et appréhender les interactions sociales, vous voyez. C'est un cercle vicieux. Donc pour déconstruire ce cercle, encore faut-il identifier chaque chose. Alors qu'est-ce qui est mon fonctionnement? Un traumatisme que peut-être je peux digérer et de l'anxiété sociale que peut-être je peux traiter à l'aide d'une psychothérapie, de médicaments, du sport, je ne sais pas. Parce que vous avez le droit d'avoir une qualité de vie
comme dit mon psychiatre, il adore ce mot, la qualité de vie. Voilà, une bonne qualité de vie. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé à avoir une bonne qualité de vie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.